Et 9h50, c'est l'heure de recevoir notre invité. Ce matin, c'est Abdelhadem El-Hafi, haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que nous célébrons le 21 mars prochain la Journée internationale des forêts. C'est une occasion unique pour célébrer cette ressource essentielle au développement durable. Ainsi, des manifestations visant à valoriser, protéger et fêter les forêts auront lieu partout dans le monde. Qu'en est-il du Maroc ? Comment évaluer et où en sommes-nous de nos politiques de protection de la biodiversité et que compte faire le Maroc lors de la 5e édition de la Semaine forestière ? C'est les questions sur lesquelles on va se pencher donc avec notre invité Abdelhadem El-Hafi, haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Merci d'ailleurs d'être avec nous. Alors tout d'abord, je crois que Talal Chaker a une petite question pour commencer. Oui, alors bien sûr, on va d'abord introduire en rappelant le patrimoine, effectivement, le patrimoine forestier. La richesse de notre biodiversité. Voilà, et toute la politique qui est menée, toute la communication qui est menée en été notamment pour le problème des incendies de forêt. Effectivement, de forêt, la responsabilité des personnes. C'est certain, mais il y a quand même quelque chose qui nous tient à cœur, c'est le scandale de la forêt de Donabo à Tanger. On n'en parle pas beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir des précisions quant au déboisement qui est en cours aujourd'hui ? Abdelhadem El-Hafi, haut commissaire aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification. Par rapport à ces sujets, je crois qu'il faudrait se rappeler d'une chose, c'est que les forêts qui sont dans les périmètres urbains et les forêts à l'extérieur des périmètres urbains n'obéissent pas aux mêmes règles. Les eaux et forêts ont la responsabilité et la mission de préserver, de développer, de conserver les forêts, c'est-à-dire les 9 millions d'hectares qui sont en dehors du périmètre urbain. Lorsqu'il s'agit du périmètre urbain, ce qui gouverne la destination et l'affectation des espaces, ce sont les SDO, les schémas d'aménagement urbain, dans lequel il y a un débat entre les élus, les divers services publics, c'est-à-dire les eaux et forêts, l'environnement, le ministère de l'Intérieur, et le débat se forme, et par rapport à ce SDO qui affecte ces espaces, il y a donc une responsabilité. Il est là le problème, il est là, qui décide quoi ? La décision se fait localement, ce n'est pas les eaux et forêts qui gèrent. Les eaux et forêts participent au débat, ils argumentent, ils donnent les éléments d'éclairage, et la décision se fait comme dans toute démocratie locale, dans un cadre de débat local. Maintenant, entre le SDO et les dérogations parfois qui sont données, il y a effectivement un certain nombre de décalages. Par exemple, l'autorisation d'abattre les forêts à l'intérieur du périmètre urbain ne relève pas des eaux et forêts. Donc, si vous voulez, l'affectation des espaces, notamment l'espace que vous citez dans Tanger, il est défini à l'échelle des principes et des procédures de la démocratie locale. Bon, il est heureux, effectivement, que les associations ou que la société civile essaie d'être l'aiguilleur, justement, pour faire que les SDO, notamment, soient respectés, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les dérogations, par définition, qui sont données de façon administrative, souvent, ils dérogent à des lois ou à des règlements. Donc, vous n'avez même pas le parallélisme des formes. Donc, cet apprentissage, à mon avis, pour lequel la société civile était extrêmement active sur ce cas particulier, c'est quelque chose de très salutaire. Donc, les eaux et forêts, évidemment, ont la vocation de protéger les espaces, mais ils ne sont pas seuls sur le territoire des périmètres urbains. Ceci relève d'abord du SDO et en même temps du respect de ce SDO dans le cadre d'une démocratie locale qui se fait à l'échelle locale. D'accord, donc on comprend bien la limite de la responsabilité des eaux et forêts, et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas moraliser, parce que c'est un petit peu ça, dans un esprit environnemental, c'est SDO et ces commissions qui, quelque part aussi, légifèrent sur un plan local par rapport à ces décisions de périmètre urbain, etc. Il y a aussi une moralité, il y a aussi un environnement à protéger, il y a aussi un certain nombre de conséquences par rapport aux inondations, par rapport à pas mal de choses qui sont... Vous ne pouvez pas être uniquement vous pouvez... Avec votre importance, vous ne pouvez pas être uniquement l'aiguilleur quelque part qui donnerait un avis simple. Vous savez, il y a deux choses. D'abord, tout ce qui concerne les 9 millions d'hectares de forêt, nous avons une responsabilité qui est totale et entière. Lorsqu'il s'agit des projets d'investissement, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a aucun projet qui est neutre sur l'environnement. Le développement durable, c'est une forme d'arbitrage permanent entre la création des richesses, c'est-à-dire l'investissement et de créer de la croissance,
les équilibres écologiques et l'aspect social qu'on oublie souvent. L'aspect social, non pas uniquement sous le plan de la disponibilité des biens et services, mais aussi de l'accessibilité. Le développement durable, c'est ça. Donc quand vous avez une ville, par exemple, telle que Kénitra ou Agadir, qui est totalement encerclée par la forêt, cette forêt, vous ne pouvez pas construire des murs autour de la périmètre urbain de Kénitra et de dire maintenant, c'est fini, ça reste comme cela, on n'investit pas, on va protéger, on fait de la conservation. Ceci ne marche pas. Mais la loi, qu'est-ce qu'elle offre comme alternative? Tous les périmètres urbains, par exemple, si vous revenez à Kénitra, lorsque la forêt perd 1 hectare, elle gagne 100 hectares. Pourquoi? Parce que la loi impose l'échange immobilier. Et l'échange immobilier ne se fait pas superficie contre superficie, mais valeur contre valeur. Lorsque, pour des raisons de croissance évidente, par exemple, vous avez l'industrie automobile à Kénitra, ou si vous avez l'hôpital psychiatrique à Kénitra, ce sont des éléments, si vous voulez, d'infrastructures indispensables. Et Kénitra ne peut se faire qu'en mordant sur la forêt. Mais l'essentiel, c'est que la forêt ne doit pas perdre dans l'échange. Et c'est le cas. Vous avez 1 hectare de perdu à Kénitra, vous avez 100 hectares des forêts qui sont récupérés par les eaux et forêts à titre d'échange, valeur contre valeur, pour reboiser. Donc ça, ce sont des alternatives et des sorties qui nous permettent de ne pas perdre l'immobilier forestier, mais de gagner. Mais malheureusement, le développement dans ces villes, c'est un arbitrage permanent entre protéger, se développer et essayer donc de créer les éléments, les constituants du développement durable. C'est difficile, c'est complexe, mais c'est comme ça que ça marche. Mélanie Freixili. Alors, quelle est la nature des forêts que l'on a? Ce sont des forêts de quoi? Comment est-ce qu'elles sont exploitées commercialement? Par qui? Comment est-ce que c'est régulé, notamment sur les terres collectives, le droit à l'accès à ces forêts, notamment pour du bois de chauffage ou du bois de construction pour les populations locales? Il y a beaucoup de questions finalement qui se posent sur cette question des forêts. C'est quand même un sujet complexe et que les gens connaissent peu. Donc on va commencer par ces 3-là, mais il y en a tellement d'autres. Abdelhad El-Mouhafé, haut commissaire aux eaux et forêts, à la lutte contre la désertification. Et commencer par le commencement finalement. Que représente la forêt aujourd'hui pour la biodiversité? Alors, c'est quoi la fonction de la forêt? Il faut partir d'abord du principe que au Maroc, la forêt appartient à l'État. Le domaine forestier, donc nous n'avons très peu de forêts communales et parfois quand il y a des forêts qui relèvent du domaine collectif, c'est-à-dire les collectivités ethniques, qui sont sous le régime forestier, quand ils sont à l'extérieur des villes. Deuxième caractéristique, c'est que les forêts marocaines sont des espaces ouverts. Ils sont grévés de droits d'usage. Le droit de parcours, le droit de ramasser le bois mort pour les riverains, pour l'utiliser comme bois de chauffe, comme bois de cuisson, etc. Donc vous avez à la fois le domaine, si vous voulez, le foncier forestier qui appartient à l'État, la responsabilité de protéger, de développer, de conserver qui appartient donc à l'État, mais en même temps, vous avez ces droits d'usage qui sont des droits légaux. Alors, comment ça se passe? Par exemple, vous avez cité le bois de feu. La thématique qui a été choisie cette année par la communauté internationale, c'est justement les forêts et le bois de feu et l'énergie. N'oublions pas qu'à l'échelle mondiale, les énergies qui proviennent des forêts et du bois représentent 40% de la totalité des énergies renouvelables dans le monde. C'est important, c'est énorme. Au Maroc, quel en est l'état? Nous avons une offre à peu près de 3,5 millions de tonnes de bois de feu. Et la demande, elle dépasse 6,5 millions. Mais si vous voulez garder les forêts dans un état de prélèvement qui se situe à un niveau qui permet le renouvellement de la ressource, c'est-à-dire qui ne va pas vers la décapitalisation de la ressource forestière, vous êtes obligé de rester dans ce niveau de prélèvement de 3,5 millions de tonnes. Alors comment combler le déficit? La politique de l'État actuellement, c'est d'abord d'aller vers ce que nous appelons les fours améliorés. Dans les fours améliorés que nous avons par exemple cette année distribué pratiquement 4000 unités dans les zones montagneuses, ça permet d'utiliser 25 kilos de bois pour générer les mêmes quantités d'énergie que d'utiliser les fours classiques, 100 kilos par heure. Donc vous économisez 75%. Il y a aussi les énergies alternatives, l'énergie solaire.
Énergie solaire, même dans sa façon la plus simple, parce que nous savons maintenant que ces paraboles de cuisson, etc., marchent bien. Donc il y a un certain nombre d'alternatives. Il y a aussi les éléments de chauffage alternatif. Par exemple, pour tous les édifices publics, les écoles, les dispensaires, bon, il faut que l'État, justement, trouve des mesures alternatives pour les énergies renouvelables. Donc il y a des alternatives et la politique de l'État va dans ce sens. Maintenant, les parcours, vous avez raison, il y a une pression pastorale actuellement qui est 2 à 3 fois supérieure dans certaines zones à ce que la forêt peut produire. Donc ça passe automatiquement par cette économie sociale, l'organisation des populations, les associations pastorales, les coopératives, et dans lequel il y a un partenariat entre l'État et les usagers, les ayants droit, dans la mesure où nous ne traitons pas avec des personnes séparées, mais avec des associations et des coopératives. Ce sont des expériences qui commencent à donner de bons résultats, notamment dans le Moyen Atlas, puisque lorsque la coopérative ou les usagers tirent le revenu de la forêt, ils en deviennent les protecteurs. Mais par contre, avant, on était dans C'est ce que vous faites avec l'Arganier aussi. Alors là, c'est un autre sujet. C'est autre chose, mais on y reviendra effectivement sur le partenariat. Pour terminer juste un mot sur cette, parce que la question est importante, c'est cette réconciliation du citoyen avec son environnement forestier. Donc c'est effectivement un ensemble d'alternatives qui permettent de construire ces partenariats et de passer de cette gestion dans l'adversité à une gestion partenariale. Il n'y a pas d'autre solution. La gestion dans l'adversité, nous avions plus de 30 000 PV qui sont rédigés par an pour des délais divers, mais pour un résultat qui est proche de 0. Donc nous sommes passés depuis une dizaine d'années à cette nouvelle démarche et qui, à mon avis, constitue l'avenir. Et donc c'est ce que vous faites effectivement, ce modèle de partenariat, c'est ce que vous faites aussi pour l'Arganier. L'Arganier, le législateur... Je crois que ça s'est fait dans la région d'Agadir. L'Arganier, le législateur lui a donné un statut particulier et qui n'est pas le même que le statut des forêts dans les autres pays. Pourquoi ? Parce qu'au-delà des parcours du bois de feu nous avons évoqué, il y a en plus la possibilité de cultiver le sol et de cueillir les baies d'Arganier pour fabriquer l'huile d'argan. Ça se fait par des coopératives. Donc, si vous voulez, pour simplifier énormément, entre le droit d'usage en arganerie et le droit de propriété, il n'y a que le changement de vocation. C'est-à-dire la population a le droit de tout faire en partenariat avec les eaux et forêts, sauf de changer l'affectation de l'espace. L'arganier restera arganier. Les contraintes de l'arganerie sont connues. Il y a d'abord des contraintes climatiques. C'est un arbre extrêmement résistant. Mais dans la résistance, il y a toujours des limites. Donc, quand vous dépassez la marge de résilience, il y a automatiquement une forme de dépérissement, de dégradation. Et en même temps, il y a, à mon avis, la valeur actuellement de toute la politique qui a été faite en arganerie, c'est cet aspect partenarial avec les coopératives et avec les associations qui donnent de très bons résultats, notamment à travers les forêts certifiées, c'est-à-dire que chaque produit doit provenir d'une forêt où on doit démontrer qu'il est fait selon le développement durable, le commerce équitable, c'est-à-dire de supprimer toutes les chaînes de rente, si vous voulez, dans la filière. Il faudrait que les usagers puissent commercialiser leurs produits directement pour capter pratiquement toute la valeur ajoutée. Donc c'est un montage qui marche. Il va falloir maintenant évidemment tenir compte des contraintes majeures qui sont les changements climatiques et pour lequel l'adaptation est un autre volet dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui. Non, évidemment. Mélanie Freixig, vous avez alors, je vous demandais également les essences d'arbres qu'il y avait dans nos forêts parce que ça a un lien à l'exploitation commerciale. Le bois de feu, c'est une des problématiques, bien sûr. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il en est exploite et comment ça se passe en termes de filière pour le liège, l'eucalyptus, enfin on a un certain nombre de choses qui produisent de la valeur, pas seulement l'arganier. Comment ça se passe et comment est-ce que finalement c'est intéressant ou pas intéressant, sachant qu'on est un pays en stress hydrique, qu'une forêt ça peut fixer les sols mais aussi consommer beaucoup d'eau, fonction de son essence, de comment elle est faite, comment elle est exploitée, etc. Alors par rapport aux essences forestières, c'est une question d'une extrême importance parce qu'effectivement, tout le travail qui a été fait sur les 15 dernières années, c'est de travailler justement de façon proactive en tenant compte de cette contrainte notamment climatique. L'eau en premier lieu. Donc tous les reboisements qui se font au Maroc se font à travers des espèces autochtones adaptées à leur terroir. C'est-à-dire on ne fait pas le pain maritime à Tanger ou à Oujda ou dans les hauts plateaux de la même manière.
Donc vous avez les espèces autochtones qui sont connues, donc l'arganerie dans son aire de répartition, vous avez le cèdre de l'Atlas avec le Haut Atlas, le Moyen Atlas et le Rif. Vous savez le chêne-liège aussi, donc soit en plaine, soit en montagne, notamment le Marmora. Et vous avez le thuya, etc. Il y a d'autres essences. Donc nous travaillons, toutes les productions de plants actuellement sont faites de telle sorte à ce que nous adaptons nos programmes de reboisement aux espèces. C'est-à-dire lorsque nous produisons par an 50 millions de plants, le programme est fait à l'avance, on sait ce qui sera thuya, ce qui sera cèdre, etc. Ça, c'est le premier point. Pour la valorisation de ces produits, toutes les ventes des produits forestiers se font par adjudication. C'est-à-dire, ce sont des, si vous voulez, les plans d'aménagement, ce qu'on appelle les plans d'aménagement. Et pour faire très court, le plan d'aménagement, c'est-à-dire, c'est un plan qui est fait sur 20-25 ans souvent, et qui permet de dire qu'est-ce qu'on peut prélever de la forêt, c'est-à-dire la valeur ajoutée, sans décapitaliser, sans manger le capital. Donc ceci est fait sur la longue durée, parce que par exemple le chêne-liège, quand vous parlez du liège, le liège c'est un cycle de 11 ans. C'est-à-dire on prélève, on enlève l'écorce, si vous voulez, qui est le liège, donc du chêne-liège, tous les 11 ans. Et donc ce système de plan d'aménagement est géré par les eaux et forêts, et chaque année, il y a mise en adjudication de ces espaces, et dans lequel il y a un marquage et un martelage. On sait exactement ce qu'il va falloir prélever selon les essences. L'adjudication est faite pour les entreprises forestières qui viennent visiter les parcelles et qui viennent faire leurs offres au niveau d'une commission qui est présidée souvent par le gouverneur ou son représentant, où il y a la chambre d'agriculture, il y a les représentants des eaux et forêts, etc. Et les adjudications se font. Évidemment, il y a un prix de retrait parce qu'on ne peut pas vendre n'importe quel prix. C'est pour éviter les ententes, etc. Donc on a des prix de référence et nous faisons. Alors les recettes, ils vont directement aux communes. Ça, c'est la loi de 76. Là aussi, il y a un débat. Parce que prélever et prendre, ça c'était dans le temps 76, c'était pour procurer des ressources aux communes, pour qu'ils aient des ressources propres. Mais d'un autre côté, quand on prélève, il faut réinvestir dans la forêt, parce que sinon on va... Et comment est-ce que vous financez ? Alors le financement par rapport à la loi de 76, 20% des recettes des communes qui proviennent des forêts doivent être réinvesties en forêt. D'accord. Seulement, le problème c'est qu'il y a des communes qui ont des forêts, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc la solidarité territoriale ne peut pas jouer. Il y a 5 ans, nous avons modifié cette loi de 76 et de dire ces 20%, au lieu de les donner aux communes pour réinvestir dans leur propre forêt, c'est les eaux et forêts qui les prélèvent et qui font le reboisement, notamment dans les communes qui sont dépourvues de recettes forestières. C'est pour créer une forme de péréquation et de solidarité socio-spatiale, parce qu'en fait c'est de cela qu'il s'agit. Donc nous faisons le reboisement sur le budget propre de l'État, évidemment, notamment sur le fonds forestier, mais aussi sur les recettes des ventes, et pour lequel il y a 20% des recettes qui partent aux communes, qui sont reversées donc dans le reboisement pour que la participation des communes se fasse entièrement dans ce cadre-là. Tout le monde peut participer aux adjudications forestières, ou est-ce qu'il faut avoir un agrément particulier pour être considéré comme une entreprise forestière ? Toutes les entreprises sont classées selon les textes qui sont établis par le ministère de l'Équipement, et pour lequel il y a une qualification. Il y a une qualification parce que vous ne pouvez pas, par exemple, donner à reboiser un périmètre de 1000 hectares pour une entreprise qui n'a pas la capacité de le faire. Donc on voit la capacité technique, les capacités d'encadrement, les capacités financières, etc. Et les entreprises sont classées. Il y a des entreprises qui peuvent avoir des marchés, par exemple, jusqu'à 100 hectares, et d'autres qui peuvent avoir plus, en fonction d'abord de leur référence, mais aussi de leur historique de réalisation. Parce que dans le temps, effectivement, il y avait beaucoup d'opérations de reboisement qui n'aboutissaient pas. Parce que tout le monde pouvait venir, l'épicier ou celui qui a de l'argent, il vient et puis il essaie de prendre un marché, mais il n'arrive pas à le faire aboutir. Ça demande un savoir-faire. Donc il y a une classification qui est publiée, qui est transparente donc sur le site du gouvernement et sur le site du Haut Commissariat aux eaux et forêts. Donc tout le monde participe dans la mesure où ils sont déjà classés dans cette. Et tout le monde peut donner ou demander la classification et la qualification de son entreprise. Alors, Abdelhadim El-Hafi, au commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, on le disait, le 21 mars prochain, c'est la journée internationale des forêts. Et puis, on célèbre aussi cette 5e édition de la semaine forestière méditerranéenne. Alors, quelles sont les activités au programme ?
Alors il y a deux choses. La journée mondiale des forêts, comme vous le savez, c'est en 2013 que les Nations Unies, compte tenu de l'importance des forêts, ont décidé de célébrer une journée, donc le 21 mars, c'est-à-dire avec l'avènement du printemps. Et chaque année, il y a une thématique. Donc c'est tout nouveau, finalement. C'est tout nouveau, oui. Bon, ça se fêtait de façon officieuse, mais depuis 2013, c'est une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, compte tenu d'ailleurs de la conjonction d'un certain nombre de points, parce qu'on sait que la forêt, c'est l'un des principaux puits de carbone. Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne effectivement sur la fonction de la forêt rapidement, puisque c'est vrai que c'est très important. C'est l'un des puits de carbone essentiels avec les océans pour absorber le gaz carboné, parce qu'on sait qu'une forêt, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas le poumon d'une ville, mais c'est exactement le contraire d'un poumon. Le poumon qui respire, il prend l'oxygène, il rejette le gaz carbonique. La forêt fait l'inverse, c'est-à-dire il purifie l'air. Oui. Donc, à cet égard-là, cette journée a été créée. Donc elle prend en otage finalement le gaz carbonique. Elle piège le gaz carbonique et il restitue de l'oxygène. Donc, c'est exactement la fonction inverse d'un poumon. Donc, une fonction essentielle. Exactement. Alors, chaque année, il y a une thématique. Cette année, la thématique qui a été choisie, c'est l'énergie. Et compte tenu d'ailleurs de la conjoncture de changement climatique, l'apport en termes d'énergie renouvelable, etc. On en a parlé tout à l'heure, on en a dit deux mots. Et il y aura donc une rencontre majeure donc au niveau de ces débats. Et le deuxième débat qui sera donc, ça c'est le lundi, et le mardi, il y aura donc aussi la 5e semaine forestière. Et c'est là la 5e semaine forestière méditerranéenne. C'est la 5e édition. Compte tenu du fait que les forêts méditerranéennes ne sont pas des forêts tropicales ni des forêts donc des Scandinaves, ce sont des forêts particulières. Alors tous les pays qui ont partagent les mêmes conditions climatiques et les mêmes contraintes, donc se sont associés pour partager leur expérience. À savoir, par exemple, quel pays ? Tous les pays du pourtour méditerranéen. Ils vont être tous présents donc à Agadir. Et donc il y aura, cette année, c'est la restauration des espaces forestiers et des paysages forestiers. Donc ça va être le débat. Alors ce qui est important probablement, c'est la jonction avec la COP22 qui s'est tenue à Marrakech, puisque vous savez qu'il y a deux grandes initiatives qui ont été faites, et l'initiative qui concerne les forêts méditerranéennes et qui est portée par le Maroc, elle a construit donc une forme de démarche qui permet de joindre les forêts du Sahel, c'est-à-dire tous les pays du sud du Sahara, avec les forêts méditerranéennes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au-delà du continuum géographique, il y a un continuum de problèmes, notamment au niveau de la migration écologique. Et quand on veut traiter donc ces espaces, il faut les traiter dans la globalité. Donc c'est pour cela que ce débat va être intéressant, parce que d'abord il va s'attaquer aux problèmes majeurs tels que la muraille verte, qui est un projet énorme, mais qui n'avance pas donc à la cadence voulue. On peut en dire deux mots rapidement ? La muraille verte est un projet qui, donc, dont le siège est basé donc à Dakar, au Sénégal, et qui a comme objectif de construire un mur, mais pas un mur avec donc un reboisement qui va d'est au ouest de l'Afrique, mais tout simplement par des ensembles d'îlots qui traitent les spécificités de chaque territoire avec des développements autour de la forêt pour d'abord fixer le sol, comme ça a été rappelé tout à l'heure, fixer la migration des sables, et en même temps de créer des espaces, si vous voulez, qui permettent de lutter contre la migration écologique. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans le lac du Tchad, par exemple, sur les dernières années, il a perdu 90% de sa capacité et 90% de sa superficie. Or, les gens qui vivent, les pays qui vivent, il y en a 8 ou 9 qui vivent autour du lac Tchad, ils vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Quand il n'y a pas d'eau, il y a évidemment une forme des forces d'expulsion, si vous voulez, où les gens vont essayer de trouver quelque chose ailleurs. Alors donc, tout ceci donc est lié de telle sorte que la muraille verte donc d'Afrique est extrêmement importante. Il se trouve que nous sommes aussi, en tant que Maroc, donc président de l'Observatoire du Sahel et du Sahara, et qui englobe la totalité de ces pays, c'est-à-dire les 22 pays du Sahel, plus les organisations régionales, le SILS, l'IGAD, la Muraille Verte, l'ACTCHAD, etc. Et d'ailleurs, dans le conseil d'administration se tiendra au mois d'avril, donc au Burkina Faso, à Ouagadougou, et pour lequel le Maroc joue un rôle actif, d'abord comme président de la COP22,
président de l'Observatoire du Sahel et du Sahara, qui a été créé par Sa Majesté Hassan II et François Mitterrand pour observer justement l'avancée du désert dans ces zones du Sahel. D'accord. Mélanie Freixillet, vous voulez réagir rapidement, il me semble? Non. Alors, sinon, juste une confirmation. On a vu passer dans la presse que la plus vaste forêt de Méditerranée était marocaine, celle de Marmora, c'est ça? Vous confirmez? Marmora, c'est la plus vaste forêt de chêne-liège. Dans le monde. Dans le monde. Oui. D'accord. Il se trouve qu'elle a une productivité inférieure, donc elle représente à peu près 15% des superficies mondiales, mais elle ne produit que 4% donc de liège. Alors le problème est simple parce qu'il y a des contraintes d'abord climatiques, et c'est d'ailleurs la politique des eaux et forêts, c'est de reconvertir la Marmora. La Marmora occidentale, elle reste toujours appropriée pour faire du chêne-liège. Mais la Marmora orientale, elle connaît des contraintes climatiques de telle sorte que nous sommes en train parfois de remplacer le chêne-liège par des espèces alternatives, mieux adaptées, par rapport d'ailleurs au manque hydrique. Et ceci fait que... Mais il y a, malgré tout ça, il y a un bilan positif pour le chêne-liège, puisque nous sommes à peu près donc, à un gain pratiquement sur les 10 dernières années de 20 000 hectares. Donc c'est lent, parce que vous savez, nous travaillons sur le temps écologique, et qui est très lent. Donc le chêne-liège, c'est à peu près, la première récolte, c'est 18-20 ans. Et pour avoir un arbre qui ressemble à un chêne-liège en production donc optimale, c'est à partir de 50 ans. Alors on salue effectivement le travail du Haut Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification, qu'on connaît bien, que tous les Marocains connaissent bien, notamment en été pour vos campagnes de sensibilisation contre les incendies de forêt. Quel est le niveau, et on terminera là-dessus, quel est le bilan à ce niveau-là? Je crois que là, vous avez probablement le meilleur exemple, le meilleur modèle de gestion des risques forestiers dus au changement climatique. Au mois de mai dernier, nous avons eu l'occasion d'inaugurer le Centre national de gestion des risques forestiers, risques sanitaires, mais aussi les risques des incendies, et pour lequel il y a un travail colossal qui a été fait et qui a permis pratiquement de réduire les incendies au Maroc de 75%. C'est-à-dire on a pratiquement maintenant par an moins de 1000 hectares parcourus par le feu, et sur les 1000 hectares, les 70 ou 75%, ce sont des essences secondaires. Alors ceci est fait avec un système informatique extrêmement sophistiqué qui permet à partir du mois de mai de donner 2 fois par jour l'évaluation du risque, qui tient compte du vent, des espèces forestières, de leur inflammabilité, du relief, de l'hygroscopie, de tout ce qu'il y a. Et il donne donc le niveau de risque, 1, 2, 3 et 4, c'est classé en 4. Et par rapport à ce niveau de risque, il y a une réactivité qui se fait par tout le cortège du comité de lutte contre les incendies, c'est-à-dire la protection civile, les eaux et forêts, l'intérieur, les forces armées royales, etc. Et dans lequel il y a une réactivité en temps réel, parce que le temps est extrêmement important dans la lutte contre les incendies. Quand un incendie éclate, si vous intervenez dans les quarts d'heure qui suivent, vous pouvez le maîtriser. Si vous le laissez 2 heures, 3 heures, parfois il devient hors de portée, ou alors ça demandera plus de temps et plus de moyens. Donc, sur le plan des incendies, d'ailleurs, je crois que ce centre, maintenant, il va être intégré pour le centre 4C, c'est-à-dire le centre des compétences pour les changements climatiques, et qui est un modèle pour la gestion des feux de forêt. Et ceci grâce d'ailleurs à la coopération internationale, notamment la FAO, la France, l'ONF de France, mais aussi avec les États-Unis, puisqu'ils connaissent des problèmes énormes en Californie et ailleurs. On le voit tout le temps. Et on a une excellente coopération. Je pense que nous sommes sur un modèle d'adaptation au changement climatique qui est extrêmement concret. Merci beaucoup, Abdelhadem El Hafez. Je rappelle que vous êtes haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Et puis, on rappelle ces 2 événements majeurs. Donc, le 21 mars prochain, c'est la journée internationale des forêts. Et puis, on va célébrer également la 5e édition de la semaine forestière méditerranéenne. Et là, on le rappelle, ce sera donc la semaine prochaine, à partir de lundi prochain, jusqu'à vendredi prochain. Et ça se passe à Agadir. Exactement. Merci beaucoup, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions, merci d'avoir été notre invité. On va marquer une petite pause et on viendra pour les couleurs du ciel.